Bon, alors j'espère que je ne vais pas vous endormir avant le repas, parce que moi, je n'ai pas de support. Voilà, c'est à l'ancienne, comme ça. Oui, donc merci de cette invitation et de votre écoute ce matin. Comme Jacques vous l'a indiqué, je pense en effet que c'est à cause de mon livre qui s'appelle Désabusés aux éditions Salvator que vous avez fait connaissance avec moi, même si je connais un petit peu la Suisse et Fribourg en particulier. Donc je vais pas, j'allais dire, je vais pas commenter mon livre, je vais plutôt ni même le prolonger, quoique sur la fin, je puisse apporter un élément nouveau, mais je vais plutôt, en préparant cette intervention devant vous, ce qui m'intéressait de voir, d'abord j'étais très surpris de l'occurrence de la sortie du rapport préliminaire dont vous avez parlé au début pour la Suisse. Et ce rapport pour la Suisse, pour moi, il fait écho au travail de la SIAZ et de M. Sauvé. Et donc là, il y a un décalage que j'ai voulu apprécier et vous donner quelques éléments de ma réflexion de ce décalage entre le rapport français de la SIAZ et votre situation en Suisse, puisqu'il y a quand même dans le temps un léger décalage et des nouveautés suisses par rapport à la situation française. Donc, c'est dans ce contexte-là que je cherche à vous parler ce matin sur les questions d'emprise. Donc, mon intervention comportera 3 points. Le premier point, finalement, je vais essayer de vous parler de l'emprise depuis la SIAZ. L'emprise depuis la SIAZ et la situation et les évolutions en France. Puisque je fais partie, ça vous a pas été dit, je fais partie d'une petite équipe dans le diocèse de Paris, puisque je suis quasiment maintenant prêtre de Paris, après avoir été ancien religieux. Je fais partie d'une petite équipe qui travaille autour autrefois Monseigneur Verny, qui est maintenant archevêque en Savoie, et puis maintenant Monseigneur Toit, qui est évêque auxiliaire pour l'écoute des victimes et même en ce qui me concerne la prise en charge des agresseurs. Voilà. Donc, ça me donne une certaine expérience, si ce n'est une expertise de ces questions. Donc, en France, ce que je vois, moi, depuis la SIAZ, je parlerai de manière assez globale d'un travail certain, d'un travail incontestable, de progrès incontestable, mais extrêmement contrasté. Ce qui me saute aux yeux en France, c'est de très grandes disparités de situation d'un diocèse à l'autre. Donc, le territoire français, il y a de très grands évêchés, il y a des évêchés beaucoup plus petits, il y a des diocèses qui ont mis au point des équipes d'accompagnement, et même plusieurs équipes. Je vois à Paris, nous avons plusieurs équipes. Il y a une équipe de juristes, une équipe de psy, une équipe de prêtres. Voilà, il y a plusieurs équipes dans l'équipe, ce qui suppose quand même un effort assez considérable pour mettre en place tout cela. Et ce que je constate, moi, ce sont à la fois, depuis la SIAZ, des avancées. Depuis ma position parisienne, je peux témoigner de certaines avancées incontestables, mais également, et c'est concomitant, des stagnations dans d'autres endroits, pour ne pas dire déjà des reculs. C'est-à-dire qu'on écoute tout ce qui concerne on écoute les victimes, on ose maintenant parler de crime, et on ne confond plus en principe le crime et le péché. Et là-dessus, on revient de loin. En revanche, je commence à entendre, et de plus en plus, en contexte français, de la part des pasteurs en particulier, des évêques, des expressions qui me préoccupent, du style « il va falloir tourner la page ». Il faut tourner la page. Pourquoi vous préoccupez-vous déjà encore de cela? Le travail a été fait, en gros, nous avons fait le nécessaire, nous avons fait, etc. Et donc, tourner la page devient presque une antienne certainement pas pour une liturgie qui me paraît très, très enviable. Donc, je dirais, tout le monde n'avance pas au même rythme, ni animé de la même volonté.
C'est extrêmement clair. Donc les disparités sont très fortes. Certains processus restent bricolés, j'ose le dire, bricolés au cas singulier, n'est-ce pas, alors que d'autres sont davantage au point. Tout simplement, vous prenez le diocèse de Paris, il a beaucoup plus de moyens, donc il sait mettre en place tout ne tourne pas, mais beaucoup de choses tournent beaucoup mieux que depuis la SIAZ. Alors que d'autres, évidemment, sont en retrait. Ce qui marche bien, par exemple, maintenant à Paris, c'est la mise au point d'un accord entre le diocèse et la justice française. Et ça, c'est un process maintenant qui est validé, qui est engagé et qui est appliqué dans tous les cas. Ça, c'est un véritable effort, mais je n'ai pas le chiffre à l'heure actuelle de l'ensemble des diocèses qui font ça, mais je crois qu'il y en a encore relativement peu. Alors, il y a encore des progrès indispensables à faire. Le lien avec les victimes, par exemple, ou les proches des victimes, n'est pas assez assuré. C'est-à-dire, à mesure qu'avancent les procès canoniques ou civils, le retour vers les victimes, n'est-ce pas, ou les proches des victimes qui nous demandent des nouvelles, n'est pas encore assez assuré. C'est la raison pour laquelle ça, c'est un progrès qu'il nous reste encore à faire. Autre progrès qui nous reste à faire, moi aussi d'ailleurs, c'est l'écoute et la prise en charge des agresseurs. Parce qu'il faut aussi pouvoir en parler, n'est-ce pas? Et notamment du coefficient, si vous voulez, de suicidalité de quelqu'un qui se trouve tout de suite mis en cause, dont la vie s'effondre et qui peut tout à fait, malheureusement, attenter à ses jours. Donc ça, ça reste fait, je dirais, en forme de bricolage. J'ose dire que certaines postures épiscopales ralentissent le travail, pour ne pas dire le compromettre. C'est-à-dire, je vous fais une citation, anonyme évidemment, je n'ai pas été ordonné évêque pour écouter les victimes. Alors, moi, je ne conteste pas qu'il n'ait en effet pas été ordonné évêque pour écouter les victimes, mais puisqu'il y a des victimes, ça fait partie maintenant de son job. Donc, c'est ainsi. C'est une citation qui n'est pas bricolée, je l'ai entendue. Autre point qui me paraît évident, ce n'est pas, à mon avis, une question de génération. Pas forcément, en tout cas. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément des vieux évêques, ou, etc., ou provinciaux ou supérieurs majeurs incapables d'écouter, et des jeunes qui seraient mieux formés et qui écouteraient mieux. Non, pas vraiment. Il y a des gens plus âgés qui acceptent la remise en cause, et il y a des gens plus jeunes qui ne l'acceptent pas. Donc, ce n'est pas forcément une question de génération, c'est une question d'état d'esprit et de formation et d'ouverture et d'attention aux autres. Il y a, je l'ai mentionné, des disparités de moyens considérables d'un diocèse à l'autre. On ne peut pas demander à un petit diocèse français où il est plus possible de nommer un vicaire général parce qu'il n'y a plus de clergé, que les mêmes moyens d'écoute, si vous voulez, que dans des gros diocèses comme Paris ou Lyon, etc. Également, un problème dans ces affaires-là, c'est les ruptures de politique, si j'ose dire, ou de stratégie pastorale. C'est-à-dire, l'évêque ou le supérieur majeur change, il fait autre chose. D'accord? Donc, il n'y a pas de continuité. On met en place un projet, par exemple, un projet pour ce qui nous concerne, l'écoute des victimes. L'évêque suivant va dire non, mais le projet ne m'intéresse plus ou pas celui-là. On perd énormément de temps dans la continuité, dans ce qu'on essaye de mettre en place dans, si vous voulez, ces politiques pastorales. Ensuite, la réception de la SIAZ en France reste extrêmement contrastée, pas seulement dans l'épiscopat ou le clergé, mais les prêtres, les diacres, mais également dans le peuple de Dieu. Tantôt, elle est bien acceptée comme un indispensable travail de purification, si vous voulez, tantôt elle est repoussée, franchement repoussée. C'est-à-dire, de quoi se mêle-t-on? De quoi se mêle-t-on? Alors, ça peut aller du genre, vous savez, on présente le travail de la SIAZ et un supérieur majeur, par exemple, dit « Je vous donne à lire ce travail, mais l'item que j'ai entendu à plusieurs reprises comme un élément de langage, ça n'est pas parole d'évangile, ça n'est pas la Bible, mais lisez-le quand même. » Donc, le quand même, je l'ai entendu assez souvent. On a pu noter, par exemple, des défauts de forme. Alors, quand c'est des défauts de forme, j'allais dire passe encore, dans les nombreuses
recommandations du rapport, qui par exemple n'étaient pas toujours très classées, mais aussi on s'est plu, voire complu, à noter des défauts de fond, c'est-à-dire la SIAZ devrait-elle à ce point intervenir dans la théologie et l'enseignement de l'Église? De quoi se mêle-t-elle? Est-ce qu'elle n'a pas outrepassé le cadre qui lui avait été confié? Et bien entendu, vous avez sûrement entendu parler de la querelle sur les chiffres. Hein. Est-ce que c'est des estimations fausses, des moyennes, voilà. Autrement dit, je conclurai ce premier point en vous disant que nous avons affaire en France à une logique de plaque tectonique. Ça bouge, incontestablement, ça bouge parfois dans le bon sens, ça stagne, ça se détache, si vous voulez, d'autres plaques, et il y a d'autres plaques qu'on est en train de perdre. Parce que voilà, on tourne la page, tandis que d'autres, certains accélèrent, d'autres ralentissent et d'autres font marche arrière. Deuxième point, alors, de la SIAZ à vous, à votre situation en Suisse, puisque l'occurrence a voulu que le rapport préliminaire sorte quand moi je préparais cette intervention ici. Premier point que j'ai remarqué, le rapport suisse met en évidence des différences de vocabulaire par rapport au rapport français. Alors, ça n'est pas si anodin, ça n'est pas si superficiel que cela. Pour parler des abus, notamment. Le mot abus en France a parfois maintenant du mal à passer parce qu'il est peut-être galvaudé, etc., ou qu'on en choisit un autre, ou qu'il n'est pas assez précis. En France, le vocabulaire se cherche entre ce qu'il ne faut jamais dire, dans les mots qu'on utilise pour appréhender les réalités, et des termes jugés au contraire obvis. Donc il y a des termes presque proscrits et des termes dont il faudrait se servir à tout coup. Les disparités proviennent de différences de compréhension entre notamment le monde de la santé mentale, la psychiatrie, la pédopsychiatrie avec qui nous travaillons, les milieux d'église qui peuvent avoir d'autres vocabulaires, mais aussi tout simplement le vocabulaire de la vie quotidienne. Par exemple, faut-il parler de prédation, de prédateur? Peut-on préférer le vocabulaire d'agression ou d'agresseur à celui du mot abus ou abuseur? Selon le milieu en France dans lequel vous vous produisez, si je puis dire, n'est-ce pas, on vous dira non, on ne parle surtout pas de cela, ou bien parle plutôt de cela. Donc je sens que les mots et les choses, n'est-ce pas, en France, sur ces questions de vocabulaire, ne sont pas si anodins. Je note également donc un certain flottement sémantique chez les experts eux-mêmes. Par exemple, en France, nous avons une structure qui s'appelle, plusieurs structures qui sont régionales, qui s'appellent les CRIAFS, n'est-ce pas? Et les CRIAFS utilisent, sont des cellules avec un psychiatre et des professionnels des sciences humaines, etc. Les CRIAFS utilisent un certain vocabulaire qu'ils essayent d'implanter dans les diocèses quand on leur demande d'intervenir et qui ne correspond pas forcément au vocabulaire ecclésiastique ou de la vie quotidienne. Ce qui peut provoquer parfois des crispations ou des confusions. Et de ce point de vue-là, le vocabulaire utilisé par le rapport préliminaire suisse par rapport au vocabulaire de la SIAZ fait apparaître certaines différences ou disparités. Ça m'a paru assez évident. Autre point important de ce deuxième aspect que je voulais aborder avec vous, toute proportion gardée, ce qui m'a frappé, c'est en Suisse le nombre d'évêques mis en cause directement ou indirectement avec les méthodes en cours, n'est-ce pas, à l'époque. C'est-à-dire que moi, je suis incapable de vous dire si en France, à l'heure actuelle, tous les évêques français, et vous savez, il y en a une bonne centaine, n'est-ce pas, font l'objet de mise en cause. C'est-à-dire, on en repère certains qui sont mis en cause, voire en procès, mais je ne peux pas vous dire si c'est une petite partie de l'épiscopat, beaucoup de l'épiscopat ou pas du tout de l'épiscopat. Pas du tout, c'est plus possible, puisque maintenant on sait que certains... Voilà. La SIAZ a ainsi pu donner l'impression que les abus en tout genre ou les agressions, selon le vocabulaire, s'arrêtaient au niveau du sacerdoce ministériel des prêtres. Hein, et qu'au fond, les évêques étaient épargnés. Comme si, vous savez, c'est un peu le nuage de Tchernobyl, les évêques se rendent à Lourdes, d'accord, et parlent des abus commis par les prêtres, comme si eux-mêmes, les évêques, n'étaient pas concernés.
Or, depuis, on a vu en France que des évêques, y compris à titre personnel, étaient mis en cause, qu'ils aient couvert, qu'ils aient protégé ou qu'ils aient commis des crimes. Je pense par exemple, vous l'avez entendu sûrement, l'ancien évêque de Créteil, Monseigneur Sentier, et d'autres à l'heure actuelle, notamment des évêques des missions étrangères de Paris, 2 évêques qui sont directement mis en cause. Un deuxième aspect, un deuxième point aveugle de restriction, on va dire, dans le travail de la SIAZ, à le lire, c'était pour moi l'impossible considération de l'international. C'est-à-dire, bon, le champ d'enquête se fait dans le pays, ce qui concerne un certain nombre de gens, évidemment déjà, mais on serait très intéressé de savoir mieux ce qui se passe à l'international, notamment dans les congrégations missionnaires, puisqu'on a pu organiser, les supérieurs ont pu organiser des systèmes de protection et de couverture comme ça de religieux qui, prêtres ou pas, qui souvent prêtres, qui effectivement étaient actifs, si j'ose dire, en Afrique ou en Extrême-Orient, que l'on dépaysait, qui revenaient en France, qui étaient assignés dans un autre pays et qu'on éloignait comme ça de manière assez commode. En ce cas-là, et ces cas-là sont nombreux, eh bien, c'est la congrégation responsable qui peut en savoir long ou carrément le dicaster romain compétent. Alors, dans votre travail du rapport suisse, ce qui m'a paru évident, c'est que par rapport au rapport français, la méthodologie de travail est à peu près la même dans le travail sur les archives. Bon, donc là, les similitudes de méthodologie m'ont paru assez grandes. Enfin, je vous entretiendrai d'un troisième point ce matin, qui serait les points d'attention ou les perspectives, si vous voulez, à partir de ces 2 rapports franco-suisses et le travail qui resterait à faire devant nous. Quelques points, mais ce n'est pas exhaustif. D'abord, je commencerai par la sexualité, évidemment, et notamment la sexualité dans son lien avec le pouvoir. Ce que la SIAZ a décrit du traitement par l'Église du 6e commandement, a beaucoup déplu. Beaucoup déplu. Or, c'est une dimension majeure du rapport et de ses préconisations. Qu'en a-t-on fait? Nous avons également vécu le travail des commissions post-SIAZ en France, certes, mais je m'interroge toujours sur les mises en place et les transformations concrètes dans la vie des diocèses, des paroisses, les familles, dans l'enseignement de la théologie, dans la formation des prêtres, etc. Nous touchons là, à mon avis, à un aspect systémique. Le mot systémique a été repris tout de même par le président actuel de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, quand d'ailleurs, pour tout vous dire, quand il a été repris, pas mal de confrères lui ont dit, ou certains confrères lui ont dit, tu n'aurais pas dû parler d'aspect systémique. Bon, il l'a dit. J'observe que chez vous aussi, Monseigneur Bonnemain l'a dit. Bon, il me semble que c'est déjà pas si mal. Nous touchons là donc à un aspect systémique du problème. Le corpus théorique au sujet de l'enseignement théologique et magistériel sur le 6e commandement fonctionne telle une matrice cohérente, hyper organisée, mais qui ne supporte aucun aménagement, sous peine de s'effondrer. Vous voyez les difficultés du synode sur la famille, ou vous voyez les difficultés actuelles de la première phase du synode romain en attendant la deuxième phase. Ne peut-on imaginer tout de même une sorte de toilettage ou de réappropriation en contexte contemporain capable de ne plus être exploité par de potentiels agresseurs? Je donnerai volontiers l'exemple que je n'ai pas abordé du coup dans mon livre, ce qui m'a d'ailleurs été reproché par un ami. Tu n'as rien dit dans ton livre Désabusé sur la confession. Et c'est vrai. J'étais préoccupé par d'autres sujets, celui des confessions des fautes contre la chair, celui des péchés contre la chasteté, les offenses à la chasteté, puisqu'on en parle comme ça dans le catéchisme de l'Église catholique. Nous avons appris 1000 fois, hélas, de l'expérience que sexualité et pouvoir forment une potentielle mésalliance dont le terrain de prédilection est l'intimité. Comment faire porter ici l'indispensable renouvellement? Comment tirer du neuf de l'ancien?
qu'est-ce qui sera caduc et qu'est-ce qui est à reprendre. Ça me semble là être un verrou ou un nœud qui mérite mieux que l'ancienne Église a toujours enseigné, et puisqu'on a toujours fait ainsi, on continue à le faire. En théologie morale, puisque moi j'enseignais avant la théologie morale, je suis consterné, par exemple, de voir, enfin consterné c'est trop fort, je suis préoccupé, préoccupé du renouvellement inabouti de la compréhension de l'acte moral, en dépit du synode sur la famille et des quelques ajustements du catéchisme de Jean-Paul II. Le pape François a souhaité que se renouvellent le travail et les recherches de l'Institut pontifical sur la famille. Si vous avez suivi ce débat, il y a même eu un motu proprio du pape Summa Familiae Cura, c'est en 2017. Et donc, où en sommes-nous? Et donc, la sexualité est encore très largement appréciée par le prisme de l'ordre naturel, ou dit naturel. On aurait envie de porter des vœux d'écologie intégrale à cet ordre naturel, en réalité très aligné sur l'ordre animal de la sexualité, pour le dire ainsi, si peu humanisé, puisque la sexualité humaine, tout autant, est un langage. Il s'agirait encore de débusquer les confusions toujours possibles entre autorité et pouvoir, bien connues depuis Hannah Arendt, mais les confusions possibles et nombreuses encore aujourd'hui entre autorité et pouvoir dans l'exercice du sacerdoce ministériel, ce qui a trait certainement à ce que le pape François appelle le cléricalisme. On ne sait pas toujours ce qu'il entend par cléricalisme, donc c'est ma manière à moi de le définir. Je pourrais également citer le très intéressant travail d'Olivier Abel dans un petit livre qu'il a écrit il y a peu de temps sur l'humiliation, et comment il essaie de préconiser ce qu'il appelle la mise en place d'institutions non humiliantes, des institutions non humiliantes. Enfin, je pourrais mentionner comme perspective le travail à poursuivre en l'élargissant, pas seulement réservé au clergé catholique, mais en l'élargissant toujours davantage à la famille, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, à la famille, aux questions relatives à l'inceste ou à l'incestuel, qui est un travail débuté en France, mais débuté en France, vous savez, dès qu'on commence un travail en France, on le fait un petit peu, puis on dit ça coûte trop cher et on arrête. C'est vrai aussi pour les affaires concernant les abus. Mais également, à mon avis, une piste, et que le rapport suisse d'ailleurs travaille très bien, c'est les interrogations nourries concernant la vie religieuse, ou qui restera travaillée, des femmes. Vous avez vu certainement je ne sais plus si c'était sur Arte ou France 24, Arte, je crois, le documentaire sur la situation des religieuses africaines. Quid en Europe? Il y a, là aussi, on a l'impression que le documentaire a été fait, l'enquête a été faite sur ce qui se passe en Afrique. On attend sur la vie religieuse féminine. Enfin, moi, je suis très intéressé et intrigué de voir, et je terminerai sur cela, la proposition d'une loi en France sur la création, j'ai vu ça il y a quelques jours, d'un délit de suggestion. Un délit de suggestion. Alors, je ne sais pas si... Ça, c'est la représentation nationale en France qui l'envisage. Je trouve que c'est intéressant de voir en quoi pourrait être mis en place et comment on pourrait comment dirais-je, être sérieux sur la création d'un éventuel délit de suggestion. On voit bien l'impact que ça peut avoir du côté des agressions et des abus. Et voilà. Je vous remercie de votre patience et de votre attention. J'espère que je vous aurai maintenu à peu près éveillé. Merci. Et j'ai une question. Est-ce que vous pourriez développer, si vous permettez, je vais poser la première question. Dans le titre, la spécificité de l'emprise dans le contexte d'une relation d'autorité religieuse et d'abus spirituel. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes caractéristiques, s'il vous plaît? Alors, ça, c'est vraiment le contenu exact du livre.
mais je peux vous en faire quelques échos, oui. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que mon livre, je l'ai écrit il y a 2 ans, voilà, je ne sais pas où on en est, hein. 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses en 2 ans, mais l'emprise en contexte religieux au sens large a beaucoup fonctionné sur le déni. C'est-à-dire, il ne se passe pas ce que vous dites qui se passe. Ça, c'est extrêmement fort et extrêmement violent pour la personne qui commence à prendre parole et à vouloir dénoncer, c'est-à-dire c'est en fait l'empêchement de la dénonciation. Hein, à savoir, alors il y a toute une gamme de déni du type j'ai pas de preuves, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire, ou bien ce que je dis dans mon livre, c'est que la solution à ton problème sera l'absence de solution. Ça a fonctionné de manière extrêmement banale et massive. Vous posez un problème d'abus aux autorités, vous commencez à leur en parler, ce qui est quand même pour vous une démarche extrêmement coûteuse, humainement et spirituellement, et l'autorité avait l'habitude, je mets ça au passé, hein, mais c'est à vous de voir et de me dire, l'autorité avait l'habitude de dire, écoute, j'en prends note, je suis extrêmement inquiet de ce que me dit, vous savez, la fausse surprise. Vraiment, c'est très préoccupant. Et puis là, vous avez à votre disposition, vous écrivez des mails, vous réécrivez des mails, des courriers, vous commencez à documenter. Et pendant des années, la solution a été de ne pas répondre aux gens et de laisser filer. C'est-à-dire, y compris les promesses non tenues de l'institution. Je te promets que je vais m'en occuper personnellement. La personne attend des années, la victime attend des années, et il ne se passait jamais rien. Et les dossiers étaient ensablés de manière systémique. Hein. Donc ça, c'est un des premiers réflexes de l'institution, espérons que ce soit au passé, c'est-à-dire ne rien faire et enterrer le problème. Alors maintenant, ça n'est plus possible complètement. Ça n'est plus possible, c'est-à-dire que les process qui font l'objet de vérifications extrêmement rigoureuses, les victimes savent que si le dossier est laissé de côté, ça n'est plus possible et que l'autorité doit rendre des comptes sur le traitement d'un dossier. Donc là, mais si vous voulez, pour ce faire, nous avons dû passer par la mise en place de dispositifs juridiques qui n'auraient pas été à ce point nécessaires si les autorités avaient fait un travail suffisant où elles prenaient vraiment au sérieux la plainte ou les plaintes des victimes. Ça, c'est un premier exemple. Hein. Ensuite, il y a un deuxième exemple, évidemment, c'est-à-dire, vous l'avez évoqué, c'est-à-dire maintenir la victime dans une situation non pas même de solitude, mais d'isolement. Non seulement on ne lui rend compte de rien, mais comme je l'ai observé, et ça, je l'ai observé dans un fait d'actualité, malheureusement, ce n'est pas du passé, auquel je m'en occupe, n'en parle pas ailleurs. N'en parle pas ailleurs. C'est-à-dire, alors que sortir de l'emprise commence en effet par constituer, je dirais, un soutien autour de soi, etc., une des tactiques est de décourager en isolant la personne et en la placardisant. Hein, et ça, malheureusement. Alors, normalement, tous les process qu'on est en train de mettre en place empêchent maintenant ça. Hein, là, mais normalement, je vois encore que de temps en temps, eh bien, on en reste aux mauvaises solutions d'autrefois, et on isole les gens de façon à réduire le problème. Bonjour, Crevoisier du Jura pastoral. J'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire. Quels sont les outils ou comment nous pouvons sensibiliser, je dirais, ou repérer ce qui est de l'ordre de la manipulation, par exemple, d'une personne qui se dit victime, et qu'est-ce qui est du déni, par exemple, des gens qui détiennent l'autorité. Quelque chose est dénoncé, même publiquement, et eh bien, on peut transformer la personne qui dénonce en quelqu'un qui est, oui, mais c'est tel et tel, et on le connaît, il est comme ça, ou elle est comme ça, etc. Quels sont les outils qui nous permettent de prendre une position méta, et puis de pouvoir peut-être, nous, être acteurs d'une dénonciation X ou Y? Alors, vous m'entendez bien avec ce micro?
J'ai des souvenirs comme ça, je n'ai pas de souvenirs, mais de la vidéo de Jacques Lacan à la faculté, c'était à Lille, n'est-ce pas? M'entendez-vous? Je ne vais pas jouer à ça, mais... alors, pour répondre à votre question, je vais prendre un contre-pied, à savoir, on a le retour de victimes qui nous disent, par exemple, là je me mets moi-même dans la position de l'institution parce que de temps en temps, ça m'arrive aussi d'être du côté de l'institution. Et des victimes disent, par exemple, il ne s'est rien passé dans ce dossier-là. Vous auriez dû démarrer. Nous sommes très étonnés que depuis des mois ou des années, il n'y a rien qui se passe et l'Église finalement ne change pas et c'est comme avant. De notre côté, si je comprends bien maintenant la position de l'institution, quand je l'observe, elle a tendance à dire aux victimes, à mon avis, de temps en temps, à bon droit, si vous ne faites pas un signalement, nous, on ne pourra rien faire. Vous nous dites qu'il se passe un tas de choses impossibles, c'est scandaleux, c'est très grave, OK, mais nous, pour démarrer les enquêtes, pour démarrer le process, on a besoin, puisque maintenant les process existent, commencer par signaler. Et donc, le travail que fait l'institution, c'est d'aller chercher le signalement et de démarrer le procédé, les procédés qu'elle connaît. Quand elle veut bien démarrer, il peut y avoir... voilà. Donc, sur différents dossiers que j'ai en tête comme ça, vous avez un phénomène j'allais dire, de disjonction cognitive qui s'instaure, qui s'insère entre un groupe de victimes, par exemple, j'ai un exemple très précis en tête, là, entre un groupe de victimes et puis l'institution. Donc, le groupe de victimes considère qu'il ne se passe pas grand-chose. On a bien conscience qu'il faudrait démarrer quelque chose. On attend un signalement. On va chercher le signalement. Aller le chercher, ça veut dire eh bien, il faut passer à l'acte, c'est-à-dire s'engager dans un processus juridique, accepter de parler, accepter la médiatisation, qui parfois est plus ou moins, mais souvent plus, fait partie etc. Et il est vrai que toutes les victimes ne veulent pas s'engager là-dedans, si vous voulez, parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd, c'est trop coûteux humainement, il y a déjà un stress post-traumatique, c'est très compliqué. Donc, nous avons un certain nombre de situations comme ça, dont je ne sais pas évaluer le nombre, où je sens bien que l'institution elle-même voudrait faire le travail. Voilà, on peut aussi considérer que de temps en temps, ils veulent bien faire le travail, mais qu'au fond, on n'arrive pas à démarrer. Et que on est en attente. Et alors, du coup, on prend les deux s'observent, si vous voulez, les victimes et l'institution, et il ne se passe pas grand-chose parce qu'on attend le début. Mais par exemple, à Paris, je ne vois qu'un. À Paris, je ne vois qu'un segment, donc j'observe uniquement le segment dont je m'occupe. Les choses peuvent démarrer très vite pourvu qu'on puisse le faire. Et parfois, l'institution n'arrive pas à le faire. Et donc, il y a un malentendu profond qui peut perdurer même entre l'institution et les victimes. Voilà. Oui, bonjour. Siguen Dallaire, je travaille donc à titre, je suis auprès de la commission d'écoute et de conciliation d'arbitrage et de réparation, la CECAR en Suisse. Moi, ce qui m'intéresserait d'entendre de votre part, c'est votre définition de l'abus spirituel. Oui. Est-ce qu'il y a forcément et toujours un abus spirituel dès lors qu'on écoute, nous, justement, on représente, on défend les intérêts des personnes victimes d'abus sexuels au sein de l'Église? Est-ce qu'il y a forcément toujours un abus spirituel? Oui ou non? Merci. Oui. Alors, le petit livre que j'ai sorti sur Désabusés, qui parle des abus spirituels, il date d'il y a, je crois, comme 2 ans. C'était le début où Rome considérait, mentionnait pour la première fois la notion d'abus spirituel. 2 ans après, qu'en est-il?
Ce que j'ai entendu depuis 2 ans par rapport à ce livre et par rapport à, bon, je dirais, l'environnement dans lequel j'évolue, ça a été une certaine, un certain, on s'est mis à parler de plus en plus d'abus spirituels, au point d'en voir un peu partout, et au point que des questions comme la vôtre se justifient en disant, mais au fond, c'est quoi l'abus spirituel? Puisque même un ancien préfet de la Congrégation pour le clergé à Rome ou un évêque en Allemagne, ou, etc., s'est approprié cette expression. Alors, l'abus spirituel est, à mon avis, souvent connecté, enfin, à mon avis, dans mon expérience, dans mon écoute, très souvent connecté à une agression sexuelle. Hein. Les deux sont souvent liés, l'environnement de l'un favorisant l'agression de l'autre, etc. Ce que j'entends, moi, par abus spirituel, c'est au fond, dans les notions que nous connaissons en psychologie, en psychanalyse ou même dans le droit, c'est l'abus de conscience, l'abus de pouvoir, le harcèlement, la maltraitance. Si je dis spirituel, c'est que c'est en contexte religieux. En contexte religieux, que ce soit enfin, les différentes églises chrétiennes, les autres religions dont on ne parle pas beaucoup, etc. Voilà, c'est ça, c'est ma définition. Au fond, c'est l'abus de conscience, l'intrusion dans l'intimité, toutes les formes d'intrusion dans l'intimité, par exemple au nom de l'obéissance, hein, ou dans le cadre de la confession, en effet, ou dans le cadre de l'accompagnement spirituel, ou de toute forme de relation pastorale plus ou moins proche. Donc, effectivement, l'abus spirituel, selon vous, c'est automatiquement consommé, enfin, c'est automatiquement un délit dans le contexte de l'Église. C'est référencé à l'abus de conscience ou à l'abus de pouvoir, voilà ce que ça peut donner, en effet. C'est-à-dire, il s'agit d'agresser la conscience, de ne pas respecter le sanctuaire intime de la conscience de la personne. Donc, dès lors qu'il y a une relation... Pardonnez-moi, c'est une forme de viol, pour le dire autrement. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais entendre chez vous. C'est donc justement, dès lors qu'il y a une relation de confiance entre la personne agressée sexuellement et l'agresseur qui a une forme de pouvoir, hein, oui. Il y a un abus spirituel dans le contexte ecclésiastique. Oui. Et voilà. pour reprendre la terminologie d'Olivier Abel que j'ai mentionnée tout à l'heure, l'humiliation est un abus spirituel. L'humiliation, une pratique humiliante, ordinaire ou extraordinaire, si je puis dire, est un abus spirituel. L'humiliation en contexte religieux est un abus spirituel, oui. Merci. Jocelyn Tricou, je suis sociologue, j'ai travaillé pour la SIAZ en France. Pardon, je vais tutoyer Laurent parce qu'on se connaît. Laurent, tu parles d'évolution positive au sein des cellules d'écoute dans les diocèses français. J'aurais voulu savoir si tu peux expliciter un peu la composition de ces cellules d'écoute. Ma question, au fond, c'est celle de dire s'il n'y a que des psychologues, c'est très bien et j'ai rien contre la psychologie, mais le risque, c'est aussi de réduire la question à des rapports interindividuels et de mettre de côté l'aspect systémique qui nécessite évidemment un regard un peu différent, notamment sociologique, sur les structures et la culture portée par l'institution. Merci. Alors, je parlerai de l'expérience parisienne, parce que c'est la seule que je connaisse à peu près. À Paris, donc le responsable était jusqu'à il y a quelques mois Monseigneur Thibault Verny, qui était évêque auxiliaire, qui est parti maintenant à Chambéry. L'actuel responsable, son successeur, c'est Monseigneur Emmanuel Toit, qui est devenu récemment évêque auxiliaire de Paris. Et donc, il y a pas seulement des équipes de psy, il y a tout autant et toute une équipe d'avocats ou une équipe de juristes, dont Maître Laurent Delvolvé, par exemple, pour celles ou ceux, les juristes qui le connaissent, qui est avocat à Paris. Il y a effectivement une équipe de psy, mais il y a plusieurs équipes de psy. C'est-à-dire il y a une équipe de psy du côté des victimes, évidemment, cellule, comme on connaît le format de la cellule d'écoute, et puis il y a une équipe plus petite de prise en charge des agresseurs.
Ça, je pourrais y revenir parce que c'est là où j'interviens. Et puis, évidemment, il y a donc juriste, psy. Ah oui, et puis ce qu'on connaît, c'est-à-dire quels sont les prêtres et les supérieurs qui sont capables enfin, qui vont rencontrer les victimes. Donc ça, c'est la charge d'un vicaire général à Paris. Donc c'était Thibaut Verny, maintenant c'est Emmanuel Toit, avec d'autres, quelques autres autour, etc. Et dans ce système, si tu veux, c'est un trépied, une trilogie. Il y a, à ma connaissance, juriste, psy et, on va dire, clerc autorisé. Alors, clerc autorisé, ça veut dire un vicaire général ou un prêtre ou plusieurs prêtres qui ne font que ça. Qui ne font que ça, ça veut dire les victimes iront voir ces prêtres-là ou ce vicaire général-là et pas d'autres. Pas d'autres, ça veut dire que d'autres prêtres ou d'autres vicaires généraux pourraient dire « mais moi, comme prêtre ou comme vicaire général, je peux le faire. Je suis vicaire général, je suis prêtre. Après tout, pourquoi est-ce que la politique du diocèse de Paris est plutôt de réserver à un vicaire général et à quelques autres l'écoute et la prise en charge, et même l'écoute et la prise en charge de quelqu'un qui vient d'être mis en cause, hein, à qui on fait une annonce, n'est-ce pas, le supérieur fait une annonce, et après, la question, c'est de savoir comment ça va se passer, hein, puisque le risque de suicide est quand même, dans certains cas, très, très, très élevé, puisque la personne est immédiatement coupée de ses liens de reconnaissance narcissique, etc., coupée de ses proches, hein, qui ne veulent plus le voir, par exemple, qui ne veulent plus l'écouter, qui donc banni, etc. Et là, il peut se passer des choses tout à fait redoutables. Il y a une question, semble-t-il. Oui, il y a des questions dans le chat, du coup. Il y a une personne qui demande si vous pouvez parler si vous avez un avis sur la situation spécifique des victimes issues de l'immigration. Que faire si on a peur d'accuser et de perdre son permis de séjour, par exemple? Quelles questions ça pose? Et puis, une autre question qui demande si vous pouvez citer le titre du livre sur l'humiliation dont vous avez parlé. Redire le titre, voilà, la personne n'a pas compris. Ça s'appelle L'humiliation, ou de l'humiliation. C'est Olivier Abel, c'est Les liens qui libèrent. L'éditeur, c'est Les liens qui libèrent, et je pense que l'année d'édition, c'est 2023. Et je n'ai pas, malheureusement, d'infos particulières sur la situation de l'immigration. Je ne pourrais pas la spécifier. Bonjour, Cynthia Guignard de l'Église évangélique réformée de Suisse. J'avais la question au tout début de votre exposé. Vous avez parlé des différences entre les diocèses et notamment les petits diocèses dont on ne pouvait pas attendre la même chose. Je voulais savoir si vous aviez des recommandations, comment soutenir les plus petits diocèses et puis arriver peut-être à une réponse plus cohérente. Merci. Il y a deux lignes. Si je parle de la situation française, j'ai vu se dessiner deux options possibles. C'est-à-dire ou bien un traitement des situations en renforçant les équipes locales dans les diocèses, sur place, ou bien un traitement national de la situation, de même qu'il y a un tribunal national, etc. Un traitement national de la situation serait un traitement je dirais, qui concernerait tout le monde en France. Je parle de l'Église catholique. Hein. Tout le monde, ça veut dire les diocèses, les congrégations, et puis n'importe quel diocèse pourrait se référer à une équipe mise au point, nationalement mise au point, vous voyez? C'est-à-dire, faut-il imaginer que certains diocèses pourront vraiment, avec les faibles moyens qu'ils ont, honnêtement, hein, les faibles moyens qu'ils ont, renforcer des équipes, surtout si l'évêque n'a pas très envie de le faire ou s'il ne trouve pas sur place. La France, du point de vue de la santé mentale, la France devient un immense désert. Déjà pour la santé mentale, c'est pas mieux, pour la psychiatrie, c'est pas mieux, pour la pédopsychiatrie, c'est encore pire. Donc vous imaginez que dans un petit diocèse où l'évêque d'un micro-diocèse à Digne ou ailleurs va trouver, etc. Donc, on a imaginé, et quand je dis qu'on a imaginé, ça flotte, hein, ça flotte beaucoup, un traitement national de la question, avec même des structures nationales
où c'était du temps de Monseigneur Verny, hein, pour finalement donner à tous les diocèses français, et même avec la COREF, en lien avec la COREF, donc la congrégation pour les religieuses et les religieux, Véronique Margron en France, un traitement national qui rendrait service à tout le monde. D'accord ? Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que la formule concrète se cherche. Et c'est quand même très, très, très difficile en France de sortir de la lourdeur, de la pesanteur des institutions, ne serait-ce qu'entre les réguliers, les séculiers. Moi, comme j'ai fait les deux écoles, je vois que ce n'est pas toujours très facile comment dirais-je, d'enjamber des ponts. Voilà. Bien, je pense qu'on va prendre encore une dernière question. Bonjour, Mathieu Poupard, j'ai fait partie des groupes de travail post-SIAS qui ont été mandatés Moi, je cherchais votre visage. Par la CEF et par la COREF au cours de l'année dernière. Je vous remercie d'ailleurs de la franchise et de la vérité de contenu que vous avez évoquée à ce sujet. Au début de votre intervention, donc ça fait lien avec la question précédente, vous avez parlé des différences entre les petits et les gros diocèses en termes de population, mais aussi en termes de moyens et de moyens financiers. Et vous avez globalement présenté l'argent comme une force, ce qui se comprend bien du point de vue institutionnel. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ces gros diocèses qui ont aussi des moyens, aussi des dangers spécifiques qui sont justement le lien avec, si vous me passez l'expression, une clientèle catholique et des milieux sociaux catholiques qui ont aussi des moyens, y compris financiers, de se défendre et de se protéger face à la peur du scandale? Vous êtes du diocèse de Paris. Sans être nominatif, il y a notamment des établissements scolaires en Île-de-France qui sont, de mon humble point de vue, des avant-postes de l'enfer sur Terre, mais qui sont aussi des citadelles, pour dire les choses franchement, d'une bourgeoisie catholique qui a très envie de se défendre et d'éviter qu'on révèle ce qui se passe à l'intérieur. J'ai l'impression que tout le monde a envie de vous répondre parce que tout le monde a des éléments, hélas, de réponse. Hélas, c'est-à-dire que oui, j'abonderai volontiers je reprendrai volontiers les éléments que vous avez posés dans votre question. La sociologie, moi je ne suis pas sociologue, mais une certaine sociologie catholique n'est pas très aidante. Et pour le dire vite, oui, il y a des forteresses qui renforcent ou dont on peut légitimement soupçonner qu'elles renforcent une certaine opacité. Et l'aspect, moi ce qui me vient à l'esprit là en vous écoutant, etc., c'est que l'aspect systémique que l'on dénonce à bon droit contre, par exemple, strictement l'institution cléricale, cet aspect systémique, comme dans le film Spotlight, hein, cet aspect systémique se retrouve évidemment, c'est évident ça, dans de grandes institutions pédagogiques, scolaires, qui peuvent produire le meilleur, mais qui peuvent aussi produire le moins bon, voire le pire. Et Paris n'est pas la seule ville qui pourrait... On me demande d'accorder encore une question au côté droit qui a été défavorisé jusqu'ici. Merci. Abbé Bernard Chouiguière, je voulais juste demander encore un éclaircissement entre le lien entre la liberté intérieure et cette intimité dont vous avez parlé. Oui, mais je n'ai pas assez d'éléments dans votre question pour répondre. Le lien entre liberté intérieure et intimité, tout ce qui porte atteinte à l'intimité nuit à la liberté, et à la liberté surtout, si vous voulez, quand on porte atteinte à l'intimité, ce qu'on voit, c'est que la personne a du mal à s'autonomiser. Hein, c'est-à-dire abîmer l'intimité, c'est... alors là, pour le coup, que ce soit abîmer l'intimité, c'est l'abus sexuel et spirituel tout autant. Et vous parliez, par exemple, docteur, des affaires de carence affective dans l'éducation, de choses comme ça, ou de difficulté à s'autonomiser, c'est ça qu'on voit. Hein, et je ne sais plus qui a dit en commençant que le pape François disait que les séminaires parfois accouchaient, si j'ose dire, de la création de petits monstres. Oui, mais enfin, les petits monstres sont peut-être des gens à qui eux-mêmes on a... vous voyez,
l'atteinte de l'intimité abîme très vite et parfois très durablement la capacité à s'autonomiser. Quand vous avez, par exemple, grandi dans un climat qui peut être incestuel, pas forcément incestueux, mais incestuel, quand vous retrouvez des situations de ce type-là en communauté religieuse, par exemple, l'adulte que vous devenez continue durablement à présenter des carences qui feront de lui un homme ou une femme qui sera très spontanément obéissant, c'est sûr, mais pas forcément pour le meilleur. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Laurent.